Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur votre podcast jeux vidéo préféré à vous, mais aussi à toute la région Vienne. Clairement. Singe Pourpre Podcast. Oui, bien évidemment. Singe Pourpre Podcast. Bientôt viennois. Dans pas longtemps en plus, dans un mois. C'est pas Iconoclast Podcast, mais Viennois Podcast, effectivement. Je suis accompagné cette semaine de Silver, aka Brandon. Bonjour Silver. Bonjour Quentin. Et aussi accompagné de Elena. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on est en quantité réduite, mais est-ce que tu vas bien? Brandon. Bah, moi, ça va. Moi, j'ai dit que ça allait bien. Mais toi, est-ce que tu vas bien? Moi aussi, tout va très bien. Ah. Et toi, Quentin? Oh bah moi ça va nickel. J'étais pas là pour le dernier podcast. Moi-même j'étais en déplacement dans la Vienne. Mais cette fois-ci c'est au tour de Ico et de Mage d'être en déplacement dans la ville de Poitiers. Ouais, chacun de son côté un peu. Ouais, chacun de son côté, hein, effectivement, en toute inimitié, ils se croisent des fois en marchant très lentement. Le Poitiers c'est quand même petit, du coup ils se voient de loin dans les rues, ils se jettent des regards méchants. Vous voyez Luigi dans Mario Kart 8 là? Bah ils font pareil. Ah ouais, ou comme dans Zoolander, ouais, je vois bien. Le bilan de la semaine, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Cette semaine, on a sorti une vidéo sur la chaîne Iconoclast, donc bravo. Ouais. C'est une vidéo qui s'appelle 4 jeux bloqués au Japon. À jamais. Oui, c'est ça. C'est une vidéo qui est portée sur 4 jeux qui sont encore aujourd'hui bloqués. Au Japon, ils sont jamais sortis en dehors du Japon, ou alors peut-être il y en a un qui est vite fait sorti en Corée, je crois. Et ces 4 jeux qui nous sont encore, même 20 ans, 30 ans plus tard, toujours inaccessibles. C'est moi qui ai écrit la vidéo, c'est Brandon qui l'a montée. Et oui, et merci à toi. Ouais, donc Ouais, on vous invite tous d'aller la visionner si c'est pas déjà fait. Ensuite, sur Singe Pourpre, on a également sorti une review qui s'est fait attendre depuis très longtemps. La fameuse, hein. La fameuse, montée également par Brandon, The Last Spell. Voilà. Oui. Du coup, je me suis fait contaminer par Elena parce que maintenant j'ai envie de jouer au jeu. Ah bah bravo, non, mais moi j'ai l'impression que cette review, tu vois, on en parle. Mais c'est une créature légendaire. Mais maintenant, elle existe pour de vrai. Mais c'est comme Et le ça, jeu. c'est beau. C'est-à-dire que le jeu, il te lâche pas. Là, c'était pareil. La review, il voulait pas vous lâcher. Vous l'entendiez, et là, ça y est, c'est bon. En plus, t'as même appris au même moment qu'il y allait avoir The Last Spell, le jeu de société. Mon Dieu. Non, mais ça, c'est terrible. Actuellement, en Kickstarter, au moment où cette émission va sortir, pendant encore quelques temps. Les jeux de société, enfin les jeux de plateau plus que jeux de société tirés de licences de jeux vidéo, mais c'est un piège. Mais c'est un piège absolument terrible. Là, avant de lancer le podcast, moi je me fais harceler par mail par le jeu de plateau Monster Hunter World, qui a son extension, la Iceborne. Oui. Et ça me fait du mal, tu vois, parce que ça coûte hyper cher, mais j'ai un petit peu envie de l'avoir parce que ça me permettrait d'avoir des figurines Monster Hunter et apparemment le jeu de base est très bien. Bah, surtout aussi que c'est un truc assez récurrent chez Capcom parce que récemment, j'ai pu tester Resident Evil, le jeu de plateau, tu vois. Ouais. Resident Evil 2 plutôt. Pour être précis. Tout à fait, mais je vois tout à fait duquel il s'agit. Alors, j'ai un pote, il l'a payé Ouais, mais moi j'ai un pote, il l'a payé la peau des fesses déjà. Il nous l'a dit, il préfère pas dire le prix, tu vois, parce qu'il avait peur qu'on tombe. Mais il dit il l'a eu. Il a toutes les instructions dans toutes les langues possibles. Alors du coup on a joué un petit peu au jeu, franchement le jeu est exceptionnel. Mais le prix, c'est wow. Non, comme je l'ai dit, il nous l'a pas dit, mais il dit ça dépasse 3 chiffres effectivement. Oui, mais ça c'est souvent le cas avec les jeux qui ont plein de figurines. Ouais. Mais il y a plein d'autres créations de Capcom apparemment qui font des très très bons jeux de société. Ça c'est cool. Moi c'est vers Noël que je vais recevoir un jeu que j'ai backé avant le Noël dernier en fait. Et justement là je suis en attente d'avoir un adresse de notre futur nouveau chez nous pour pouvoir le donner au service de livraison. Oui. Et c'est quel jeu? C'est le jeu qui est tiré de la licence Might and Magic. Oh là là. Ouais. La pire nostalgie possible, c'est le Might and Magic 3 que j'ai poncé quand j'avais 12 ans. Mais c'est ça, mais même sous forme de jeu vidéo, c'est du crack. Oui. Might and Magic. Mais du coup, la taille de la boîte que je vais recevoir, je crois qu'elle va peser 10 kilos tellement il y a des figurines dedans. Il y a plein de dragons, en plus ils sont tous grands, donc il y a des figurines, il y a des châteaux en plastique. Ah ouais, dans la boîte. Oui. Oh mon dieu. Pas besoin d'habitation. Non mais ça va être génial. Ça va être atelier peinture d'abord à la maison parce que toutes les figurines peuvent être peintes. Et il y a au moins 150 figurines, hein. Au moins.
Peut-être Courage. plus. Mais t'as l'intention de les peindre? Florian. Ah. En tout cas, Florian, il kiffe ça, donc je sais pas s'il tiendra pour peindre toutes les figurines, mais moi aussi je peux essayer, donc ça peut être sympa. Oh, vous allez vous relayer. C'est qu'il a des Warhammer aussi, donc c'est pas pareil. Mais Warhammer, il aura jamais fini de les peindre. Enfin bon. Cette semaine, nous avons également publié le podcast exclusif du mois de mai, qui est sur Omori, et dont notamment on a Brandon et Étagère qui ont participé dedans avec Iko. Voilà. Tout à fait. Bah alors là, pour le coup, on va pas forcément détailler ce qu'on dit dedans. Oui, parce qu'il y a une triste histoire quand même sur la publication de ce podcast, c'est que sur YouTube, il est passé à interdit aux moins de 18 ans. Et sans déconner, on sait pas comment ça va se passer parce que ça reste un podcast réservé aux membres soutiens de la chaîne et aux membres de Patreon. Ça se trouve, on sera obligé de le supprimer de YouTube. On verra. Le podcast maudit. En fait, on va voir. On attend les réponses de l'équipe de YouTube concernant cette histoire-là, parce que interdit moins de 18 ans, d'accord, pas de souci. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est si on peut avoir des répercussions en fait sur la chaîne à cause de ça. S'il y a des répercussions possibles, tant pis, on supprime. Et dans ce cas-là, on va vous faire un petit message sur la chaîne, sur l'onglet communauté de YouTube, en vous disant que désolé, c'est pas de notre faute, voilà. Et puis si vous voulez éviter ce genre de situation, vous pouvez toujours aller sur Patreon plutôt que rester par exemple sur YouTube. Mais ça, on verra si ce sera le cas ou pas. Voilà. D'ailleurs, parlant abonnement Patreon, vous êtes actuellement la transition 220 contributeurs et contributrices sur Patreon qui nous soutiennent tous les mois. Merci beaucoup. Vous avez des différents paliers de soutien, donc à partir de 3 €, vous pouvez accéder déjà à une très belle communauté Discord. Ensuite, vous pouvez aussi avoir justement accès à tous ces podcasts exclusifs qui traitent d'enjeux en particulier à chaque fois. Et à partir de 5 € par mois, vous avez accès à toutes les vidéos de la chaîne Iconoclast en avance et sans publicité garantie. Voilà, donc des petites choses sympathiques comme ça. Puis il y a le palier à 9 € aussi. Si ça vous intéresse, vous pouvez obtenir même une peluche Iconoclast. D'ailleurs, il nous en reste plus. Il en reste beaucoup. encore. Ouais, non, mais c'est, je sais pas trop à quoi on passera après. Si vous êtes dans le Discord, parlez-nous des objets des objets qui vous intéressent, parce que nous, on a que des idées, mais un peu nulles. Vous voyez, vous seriez à la fois émerveillé, déçu et terriblement amusé. Terrifié aussi. Des autocollants. Oh. Bon, ça va, ça fait pas trop peur les autocollants. Des pistolets à eau. Des pistolets à colle. Oh. Voilà, j'ai joint les deux idées. Très bien. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez également nous soutenir tout simplement en mettant un petit 5 étoiles à ce podcast-là sur le service d'écoute de votre choix. De votre choix. Parce que ça nous permet de bien nous positionner. Oh, je t'en prie. Voilà. Donc déjà ça peut être très 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 sympa de votre part. Et encore une fois, merci beaucoup pour le soutien que vous nous donnez. Voilà. Ouais, on pourrait pas le faire sans vous. Donc vraiment, on commence par dire merci à chaque numéro. Vous êtes des amours. Exactement. Mais c'est moi qui vais embrayer finalement cette prochaine rubrique. À quoi avez-vous joué cette semaine? Brandon. Eh bien, moi j'ai joué à Zelda Tears of the Kingdom. Oui, il faut que tu nous en parles parce que parmi tous les membres de l'équipe, t'es le seul qui ne nous a pas encore fait de récap de ton expérience. Donc vas-y, this is your time. Eh ben écoutez, je m'amuse encore plus que sur Breath of the Wild, premièrement. Très bien. J'aime beaucoup toutes les mécaniques qui ont été apportées. Et faire tous les sanctuaires. J'essaye de faire tous les sanctuaires au plus complet. Au début, je faisais tous les sanctuaires, mais là, en ce moment, ma petite lubie, c'est d'essayer d'obtenir tous les costumes des anciens Zelda. Du coup, là, récemment, j'ai eu la tenue Oni Link. Ah, j'ai le chapeau. Toi, t'as le chapeau, toi? Ah du coup, j'ai obtenu la tenue Oni Link plus l'épée. Mais moi, j'ai triché, je l'ai eu avec un amiibo. Ah, moi, je l'ai eu sans amiibo. Excuse-moi. Pardon. Ok, les passe-droits accordés aux gens qui ont des amiibo. Oui. Amusez-vous bien avec vos amiibo. Et Pona aussi. Ah oui. Ouais, mais ces stats sont un peu nuls. Hein. Alors oui, je sais, c'est Epona. Moi aussi, j'étais très content, mais j'ai dit, vas-y, t'as Victor qui m'a dit comment obtenir le cheval de Zelda.
Du coup, je l'ai pris et effectivement, elle a des très très bonnes stats. Et du coup, ouais, en ce moment, j'essaye de choper tous les costumes. Là, notamment, j'ai eu les tenues d'Ocarina of Time, du coup de Majora's Mask, comme je t'ai dit. Ouais. Et je crois qu'il y en a une aussi de Minish Cap, mais il faut encore que je la trouve. Ok. Ben, il doit en avoir plein. Hein. Ouais. Mais du coup, et là tu es aussi, très, en ce moment, je fais... Très collectionniste, toi. Bah, de base, pas du tout. Mais je sais pas, je me suis pris au jeu, je me suis dit, mais ça serait bien d'obtenir toutes les tenues. Ok, c'est vraiment un gros trip nostalgique. Hein. D'habitude, moi, je suis un petit peu anti ça, tu vois. Je me dis, non, je préfère m'offrir ce que me propose le jeu actuellement, tu vois. Mais je me suis dit, quand même, avoir la tenue Oni Link ou avoir la tenue Ocarina of Time, c'est quand même vachement stylé. Allez, hop, 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 on y va. Non, mais ça veut dire que le jeu, il fonctionne. Et qu'est-ce que tu penses de tout ce qui est nouvelle capacité du gameplay apportée par le jeu, genre les nouveaux pouvoirs? Le nouveau pouvoir que j'utilise le plus, c'est rétrospective. Vous savez, c'est celui qui te permet de remonter dans le temps, là. Ah, j'aime bien cette capacité, ça te permet vraiment à chaque fois d'arnaquer le jeu sur les sanctuaires. Bah, comme quoi, tout le monde a vraiment sa propre façon de jouer à ce Zelda et c'est cool, hein. Ah ouais, ça c'est vraiment très très cool. Là, en ce moment, je suis sur le donjon Goron, mais je m'amuse pas énormément. Ah si, par contre, truc qui me fait beaucoup rire, vraiment, la voix de Donald Renew sur, du coup, la voix de Titoff, sur un Goron, ça me fait beaucoup rire. C'est pas nul, au contraire, je trouve ça génial, mais ça me fait juste beaucoup rire. Très bien. C'est juste que la première fois que tu l'entends, ça te surprend un peu. Et du coup, aussi à côté de ça, j'ai joué un petit peu ce week-end à Anthem, le fameux, le fameux bid de chez EA BioWare. Et ben, je m'amuse bien. Oui. Mais alors le lore, oh là là, autant le jeu, le cœur du gameplay, l'exploration c'est génial, mais le lore est pas du tout intéressant. C'est vraiment dommage. Tu y joues pour le but de la vidéo en fait. Oui, voilà, pour le travail. Bah, en fait, au début, je me disais, allez, c'est pour le travail, tu vois, mais je me suis pris au jeu. Oui. J'ai passé vraiment un très bon moment. Mais je me dis, bon, il faudra avoir des copains pour y jouer, mais qui veut jouer à Anthem en 2023? Personne. Ah bah, il y a quand même des gens, il est toujours pas fermé le jeu, donc ça, c'est que... Non, bah, non, les serveurs sont encore ouverts pour les quelques petits passionnés qui résistent encore et toujours à la fermeture, hein. Mais enfin, voilà, c'est ce nom à quoi j'ai joué. De mon côté. Et du coup, toi, Elena, à quoi t'as joué? Bah, moi, je suis toujours sur Zelda aussi. Par contre, moi, personnellement, j'arrive à la saturation, là. Je suis à... Bah, déjà, ça dépend. Déjà, toi, tu as fait combien d'heures? 60 heures. Ok. J'ai rien dit. Mais j'arrive quand même à saturation. Moi, je dépassais 30 heures. Mais je commence à avoir envie de jouer à d'autres jeux, surtout. Oui, mais je comprends. Bah, du coup, c'est la même chose. Hein, parce que là, le prochain jeu auquel il faut que je joue, c'est Décarnation. Ouais. J'ai très envie de jouer. Il faut que je me le chope ce soir. Mais bon, globalement, quand je me dis qu'en 30 heures, bah, j'ai pu faire un donjon et explorer. J'ai pas toute la carte parce que c'était pas mon objectif. J'ai fait peut-être presque une trentaine de sanctuaires, mais je suis qu'au début du jeu en fait. Ça commence à être long. Voilà. Donc ça donne envie de passer à autre chose et je pense que c'est quelque chose que je vais faire au moins pour me changer un peu des idées et bah aussi pour tester d'autres jeux parce que il va bien falloir le faire aussi. Ouais, voilà, mais sinon c'est juste ça s'arrêter qu'à ça. Bah, je veux pas m'arrêter, mais juste je vais faire une pause, je vais passer à autre chose. Sinon je vais juste me saouler sur Zelda et puis je vais juste pas continuer et ça va être dommage. Bah après, il faut dire que le jeu comparé à l'autre, en tout cas c'est un avis très perso pour le coup, je trouve il a été plus pensé pour des courtes sessions, plus que Breath of the Wild. Je pense aussi. Encore plus que Breath of the Wild. Ouais. Parce que n'empêche... Du coup, c'est normal que, oui, on peut avoir vite fait ce côté saturation. En réalité, tu vois, je te dis, je suis passé 60 heures, mais je sais que, allez, tu me rajoutes peut-être 10 heures, je vais peut-être sentir aussi la saturation. Après, tu me diras, moi, je suis pas très très loin d'avoir non plus fini le jeu, quoi. Du coup, je vais peut-être le finir et après, je le reprendrai un peu plus tard, histoire d'aller compléter les tenues. Juste pour ça, quoi. Bah voilà. Et toi, Quentin, à quoi tu as joué? Je vois que t'as fait une grosse liste. Alors, grosse liste, oui et non. Disons que moi, ça fait... Bah, j'étais pas là la semaine dernière, donc j'ai compté un petit peu ce que j'ai joué avant ça. Mm-hmm. J'ai fini le diptyque. Bah, alors, c'est A Bag of Milk Inside a Bag of Milk Inside a Bag of Milk, et sa suite A Bag of Milk Outside a Bag of Milk Outside a Bag of Milk, qui sont deux visual novels indépendants qui portent sur la santé mentale et qui prennent pour personnage principal une fille qui souffre d'un traumatisme.
C'est un jeu, ce sont 2 jeux qui ont été développés par une développeuse russe qui s'appelle Nikita Kryukov. Et c'était vraiment bien. C'est un homme. C'est un homme? Nikita, c'est un prénom masculin. C'est un homme? mais pourquoi? Non, mais c'est ouf parce qu'à chaque fois que j'essaye de pas mégenrer les développeurs, tu vois, ça m'a déjà fait le cas dans Omori, mais à chaque fois, c'est sans la faire faute exprès. du film. Peut-être, mon Dieu. Non, mais c'est pas peut-être. Nikita, c'est un très ancien prénom slave, très ancien, et c'est un prénom masculin. C'est pas moi qui ai dit peut-être. Donc, mais dans tous les cas, vous voyez écoute, Hercule dans les mythes grecs? Bah, notre équivalent, on va dire, en termes d'importance dans les mythes, il s'appelle Nikita. Ah, d'accord. Pour Donc, commencer, c'est très je vieux. m'excuse, mais Non, dans tous les cas, c'était... Pas de souci, hein. Dans tous les cas, vraiment, c'était de très belles expériences. J'ai joué sur Switch, ils ont été traduits en français. Ah. Par contre, là, moralement, c'est dur. Hein. Ouais. Ah ouais. Dur un peu comme Omori, quoi. Oui, sauf que il est plus cash. Et il fait plus peur. Bah, tu me diras, je trouvais déjà que Omori était cash dans l'idée. Bah, du coup, j'ai refait un tour de mon côté aussi. Mais après ça, bon, moi j'ai un projet. Il y a un jeu qui va sortir qui m'intéresse. Qui est Armored Core 6. Donc j'ai joué et terminé Armored Core 1, j'ai joué et terminé Armored Core Projet Phantasma. D'accord. J'ai joué et terminé Armored Core Master of Arena. Très bien. Et encore. Qui sont c'est une trilogie initialement sortie sur PS1. C'était pas des jeux très longs, mais en fait, je les ai le premier de la saga Armored Core, j'y ai tellement joué étant petit que c'est vraiment resté dans ma mémoire musculaire. C'est juste que j'avais aucune mémoire de ce que racontait le scénario. Ah bah oui, ça c'est important. Et surtout, c'est un jeu de From Software, donc c'est un jeu avec un scénario qui est très sympa, mais qui est quand même relativement cryptique. Ouais, bah, From Software, quoi. J'ai eu l'occasion de finir les 3, très clairement, je pense très sincèrement que c'est Master of Arena le plus abouti, parce qu'il propose des combats en 1v1 que je trouve très très drôles, et une campagne qui, si elle casse pas 3 pattes à un canard, a quand même elle a des partis pris narratifs que je trouve très intéressants, et qui, je suis certain, vont me resservir dans une vidéo sur Iconoclast. Maintenant, le point de détail, après je passe à autre chose, c'est que, pour me préparer à Armored Core 6, on pourrait penser nativement qu'il suffit de jouer à Armored Core 1, 2, 3, 4, 5. Oui. Mais il n'en est rien. Armored Core 6, c'est le 17e jeu de la saga. Oh mon dieu. C'est ce genre de douille. Bon, il m'en reste plus que 13 à finir. Je vous tiens au courant. J'ai commencé le 2. Là, j'ai fait la transition PS1, PS2. Donc, super. On est sur Ouais, ça a l'air de se finir relativement vite, du coup, la On y va. Parce que tu les as fait en très, enfin. Oui, c'est parce que si je me trompe, tu les as pas fait en beaucoup de temps, quoi. Non, pas du tout. Enfin, je sens que tu nous donneras des nouvelles dans 2 mois. Oui, non mais c'est des jeux, le premier se finit en, 7-8 heures, les 2 autres se finissent en 2-3 heures chacun, si tu décides que faire que l'aventure principale. Mais oui, je te redonnerai des nouvelles de ce qui s'est passé au fur et à mesure. Enfin bon, marathon Armored Core, quoi. Oui, c'est ça. Mais Picross aussi, c'est... Alors non, Picross c'est autre chose. Là, je me suis découvert ce plaisir. Lisa, ma copine, joue à des jeux qui, elle est pas jeu compétitif, elle est pas trop jeu d'action, elle aime bien les trucs un peu contemplatifs. Et là, ces temps-ci, je la regarde jouer à Picross. C'est des nonogrammes. C'est vraiment le genre, c'est la version Switch d'un cahier de Sudoku. Le jeu. J'ai déjà essayé le Picross, j'ai jamais rien compris. J'ai beau essayer de comprendre. Non, mais c'est vraiment, c'est des petits casse-têtes, hein, c'est très sympa. Je la regarde jouer à ça, les jeux sont bien réalisés, mais c'est pareil, c'est des expériences relativement minimalistes. Hein. Tu peux pas faire une grande réal à partir d'un concept comme Picross. Cela dit, moi j'aime bien l'avoir joué à ça. J'aime bien l'avoir joué à ça. Par contre, elle va à une telle vitesse, moi j'ai l'impression d'avoir pas de cerveau fonctionnel en fait quand je la regarde jouer. Ah, mais donc du coup, elle est pas juste joueuse de ce genre de jeu, elle est forte. Oui. Elle est cool. Forte à Picross, même si elle veut pas l'avouer, elle est forte à Picross. Et c'est très drôle à observer. Bah c'est très bien. Ben oui, mais on verra. Mais des Picross, j'ai découvert que des Picross sur Switch, il y en a 10. Oh bah elle a de quoi faire du coup aussi. Donc elle nous donnera des nouvelles dans 2 mois aussi. Donc pendant que toi tu joues à Armored Core, elle va se faire tous les Picross.
Deux salles, deux ambiances. Review Picross. La review croisée Picross Armored Core. C'est ça. Mais surtout que Picross, je sais qu'il y a plein de... Ouais, il y a vraiment beaucoup de crossovers, genre Mario, Wario... Enfin, il y en a un Sega sur Switch. Mais je pense qu'on ne va pas s'étaler. Mais tu sais quoi? Je vous raconterai ça au fur et à mesure qu'elle finit les Picross. Oui, c'est très bien. D'accord. J'attire votre attention que la dernière fois... justement, je suis la seule à le savoir. Mais la dernière fois, Florian, Ico, il avait dit que s'il parle pas dans le prochain podcast d'un autre jeu que Zelda, c'est qu'il y a un problème. Comme vous pouvez le voir, ou plutôt entendre, il est pas là. Donc, il a tout fait pour esquiver ce podcast, pour ne pas parler de Zelda encore une fois. Voilà. Donc il est parti à 2 heures de route, 2-3 heures de route, juste pour pas parler de Zelda. Exactement. Il a fui. Sous prétexte qu'il devait visiter un appartement, bien sûr. Bien sûr. Oh là là. Oh l'ambiance. Il a détalé comme un lapin. Non mais il y aura un avant et un après ce Zelda, je pense, pour ce podcast. Moi, ça me fait marrer quand je remonte la... Parce qu'on a tous les schémas de podcast, on a tous les plans de podcast sur un seul document qui est partagé sur Google Drive, et ça me fait vachement marrer parce que ça fait 2-3 semaines là où tout le monde a Zelda. Oui. Mais du coup, la bonne nouvelle, c'est que Ico, il a fini Zelda, c'est bon. Ah, ça y est. Oui, il est libéré, enfin. Ah il faudra qu'il nous en parle. Oui, la prochaine semaine. Voilà, donc maintenant, on peut passer à l'actualité jeux vidéo. Parfait. C'est parti. Allez, c'est parti. Alors, la première actualité, c'est plus une sorte de d'information qu'on aimerait bien vous partager, en sorte de fait de jeux vidéo. C'est que il y a un super documentaire qui est sorti sur la chaîne YouTube People Make Games, et c'est un documentaire qui parle de l'histoire derrière Disco Elysium, le jeu qui a des super notes. C'est ça, primé aux Game Awards. Exactement, donc un super jeu qu'on a bien expérience aimé. Narrative. Exact, on a souvent parlé en fait de ce jeu, et surtout en fait de l'histoire qui s'est passée avec les développeurs de ce jeu-là, c'est-à-dire il y a eu c'est pas vraiment un drama, mais il y a eu une histoire de départ de ces créateurs-là, les 3 principaux créateurs du jeu qui sont partis du studio, et que ensuite on découvre qu'il y a quand même eu des soucis, que nous on nous a dit qu'ils sont juste partis de leur plein gré, mais après on découvre qu'en fait non, pas vraiment. Donc il y a des soucis, des choses cachées derrière tout ça, et dites-vous que les seules personnes qui sont parties enquêter et d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, c'est les membres de cette chaîne YouTube People Make Games. Donc si ça vous intéresse, et puis surtout pour voir à quoi peut ressembler aussi le journalisme jeu vidéo autre que des tests. Donc vous pouvez aller voir ce documentaire, je pense que ça peut être très très cool. Oui, mais ça contribue à venir enrichir ce qu'on définissait déjà avec Florian il y a quelques semaines, même quelques mois de ça. C'est bien d'avoir de plus en plus de moyens de communiquer ce genre de problème. Oui, parce que c'est toujours la même histoire, hein. C'est que les studios ne communiquent pas, ils ne parlent pas ce qui se passe, ils ne disent pas ce qui se passe chez eux, et les gens, des fois, en fait, ils veulent juste savoir. Hein. C'est normal, on est curieux. Et surtout, d'après ce que j'ai pu lire, c'est que vraiment le documentaire va pas accuser plus l'un plus l'autre. Ils essayent vraiment de tout mettre sur un pied d'égalité. Oui, c'est un travail journalistique. Ce qui est bien, parce que dans un documentaire, des fois, tu peux aussi un petit peu essayer de choisir une sorte d'antagonisme. Tu vois, ça arrive très souvent, plus souvent qu'on ne le pense dans les documentaires. Et du coup, on aurait pu se poser la question si ça arriverait aussi dans ce genre de documentaire. Mais là, ça va, ils ont l'air d'être assez neutres sur ce qui est communiqué. Et je trouve que c'est un truc assez intéressant à dicter. Ils ont essayé de faire une enquête, en fait, une vraie enquête sur ce qui se passe, et essayer de comprendre la réalité derrière cette histoire-là. Je pense que vous pouvez passer un bon moment devant cette production-là, après 2h30 quand même. Hein. Vous avez quelque chose à dire là-dessus ? Non, pas plus que ça, mais je pense que ça fait partie des feuilletons à suivre. En fait. Oui, exactement. Oui, voilà. Donc, allez, on passe à la suite. Il y aura des rebondissements. Très bien. On passe à la suite. On parlait de feuilleton, on parlait de saga de l'été, on parlait d'Activision Blizzard. Qu'est-ce qui se passe avec la Corée du Sud, dites-moi ? Corée du Sud qui met son petit pierre, tu vois, à l'édifice de la validation de rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. Et Corée du Sud dit
Oui. Globalement, en fait, elle dit plutôt qu'elle s'en fout et que c'est bon. Oui. Du coup, je crois que c'est... mais c'est pas non plus les seuls qui ont validé. Il y avait aussi eu l'Europe et la Chine. Oui, l'Europe, c'était avant. On en a parlé dans un des précédents podcasts. La Chine, effectivement, aussi. Et la Corée du Sud, en fait, elle motive cette validation par le fait, tout simplement, que Xbox est très peu présent sur le marché coréen, parce que du coup, ils parlent pour la Corée du Sud. Et globalement, effectivement, oui, pour eux, le rachat ne va rien changer. Voilà. Donc on parle de 2 à 4% pour les joueurs, enfin de la vente des jeux Activision Blizzard. Donc pour eux, ça va, ils peuvent y aller, c'est tranquille. Oui, que ce soit la vente des jeux ou même tout simplement le fait que la Xbox en elle-même, elle est peu présente. Donc, je crois que là-bas, c'est un peu plus Sony, Nintendo qui domine. Exact. Oui, voilà. Donc de ce côté-là, tout va bien. Tout va bien pour Xbox et Activision. Je pense qu'ils doivent être plutôt contents. Mais enfin bon, c'est pas le pays qui va vraiment avoir la décision finale dans cette histoire-là. Comment dire, bon, c'est la Corée du Sud. C'est un marché qui est quand même très important pour le jeu vidéo, mais c'est peut-être pas... on vous le dit parce que ça nous fait marrer de poursuivre le feuilleton, mais disons que c'est pas un chapitre très important. Mais oui, comme j'ai vu dire quelqu'un, en fait, l'essentiel, ça va être si, en fait, l'Europe a déjà validé, la Chine a validé, il faut juste attendre qu'il y a les États-Unis et la Grande-Bretagne qui valident. Dès que c'est fait, c'est fait. Tout le reste, vraiment, c'est mineur, malheureusement. Heureusement, malheureusement, je sais pas. Donc ça continue. Surtout que je vous rappelle, il y a la commission américaine qui en fait eux ils vont être en procès avec avec Microsoft. Donc ça va être long. Voilà. On n'a pas fini de voir le bout. Hein. Exactement. On passe à la suite. On passe à la suite. La news suivante concerne un des jeux le plus vendus de l'histoire de jeux vidéo, qui est en fait The Witcher 3. Donc, on applaudit tous fort The Witcher 3, qui s'est vendu à 50 millions de copies. Ça commence à faire beaucoup. Oui. Ah, effectivement. C'est pas rien. Ça ne laisse pas indifférent. Pour vous dire plus précisément, maintenant, The Witcher 3 est à 8e place parmi les jeux les plus vendus de l'histoire. Donc juste devant Pokémon Rouge et Bleu et Terraria, qui sont en 9e et 10e place, avec 47 et 44 millions. Oui, c'est ça. Il est derrière Red Dead Redemption 2 qui a 53 et Mario Kart 8 Deluxe qui a 62. Ça commence à être disons que c'est des nombres que, à titre personnel, je sais plus trop comment interpréter. Après, je me dis, oui, alors... C'est beaucoup, mais je vous rappelle que le premier jeu, le top 1, c'est Minecraft et c'est 238 millions d'exemplaires vendus. Oui. Donc là, le Witcher, il est très très loin encore, donc c'est bon. Ça, je pense pas que The Witcher 3 est un très bon jeu, mais je ne pense pas qu'il soit aussi essentiel que Minecraft. Oui. Effectivement. Voilà. Mais disons que... En même temps, qui peut détrôner Minecraft? Qui le peut? Personne. Là, les chiffres disent personne. Voilà. Donc je sais que la présentation, justement, c'est cette présentation qui a annoncé ces chiffres-là. Ils ont également parlé aussi de la suite, des nouveautés du Cyberpunk, donc ce genre de choses. Donc il y aura des nouvelles choses qui vont sortir. Mais à côté des 50 millions du Witcher, ça reste mineur. On passe à la suite. La suite, étagère, dis-nous tout. Alors la suite, c'est moi, vous savez, j'aime bien les histoires qui qui tournent mal. Oui. Moi, ça me faisait rigoler parce que sur les sites d'actualité Sonic, il y a souvent des trucs genre des petites figurines. Là, récemment, on a eu l'annonce d'une tournée de concert d'OST en mode philharmonique de Sonic. Cool. Moi, je dis banco. Non, mais moi, ça m'intéresse vachement. J'aime beaucoup l'OST d'une manière générale des jeux Sonic. Mais au milieu de ces actualités, il y a aussi le procès de Yuji Naka. Oui, il y a des choses graves quand même. Ah ouais, quand même. Celles et ceux qui nous suivent depuis un moment sauront peut-être pas sans le savoir. Yuji Naka est au centre d'un typhon légal. Mm-hmm. Et pour cause, Yuji Naka a été jugé pour délit d'initié. Aïe. Concernant le jeu Balan Wonderworld. Alors, pas Balan Wonderworld, mais non, même pas. C'est lié à ce jeu-là, mais c'est surtout lié à ses connexions dans Square Enix qui lui ont permis de faire quelques petits investissements stratégiques sur le Final Fantasy VII First Soldier et un autre jeu Dragon Quest, un autre jeu service Dragon Quest, il me semble. Sauf que la justice l'a attrapé par le col.
La justice japonaise l'a attrapé. Mais je crois que c'était justement lié avec le fameux Balan Wonderworld, c'est qu'il y avait des histoires de droits ou de je sais plus quoi. Il voulait plus d'argent, je crois, et je crois que si justement il n'était pas parti dans le procès avec ce jeu-là, ils auraient pu ne pas se faire attraper par le col, en fait. Balan Wonderworld, ça a été la décision de trop. Le truc, c'est que là, les problèmes que Yuji Naka rencontre sont liés à des produits qui sont eux-mêmes liés à Square Enix, que ce soit Final Fantasy ou Dragon Quest, et que Balan Wonderworld est un jeu qui a été édité par Square Enix. Donc on fait 2 et 2 assez rapidement. Balan a été un premier pas vers le délit d'initié. C'est ça. À n'en point douter. Mais moi, ça me fait rigoler. Au milieu d'une actualité sur Sonic, très positif, très machin, la licence commence à se relever, et puis là... Bam, badaboum. Bam, badaboum. Et là, on parle... c'est suite et fin de l'affaire Yuji Naka. Le jugement a été rendu. Oh, tu sais, après, il y a des appels aussi. Oui, alors. Ouais, là, c'est en réponse. Là, c'est le troisième... Alors, comment dire que c'est la... Comment on traduirait trial? C'est le troisième jugement? Oui. Non. On va dire. Ouais, c'est ça. On va dire troisième. Oui. Troisième procédure. Oui. C'est la troisième procédure et cette fois-ci, écoutez, il est question que Monsieur Yuji Naka fasse 2 ans d'emprisonnement. Aïe, aïe, aïe. Ah, quand même. Et cope d'un truc comme 1,2 million de dollars d'amende. Aïe, aïe, aïe. C'est que le délit d'initié, il était gros. C'était un très gros délit d'initié. Aïe, aïe, aïe. Le jeu en question, le jeu Dragon Quest, c'était Dragon Quest Tact, développé par Aiming Inc. Et 2,8 millions de yens investis dans Dragon Quest Tact et 144,7 millions de yens investis dans Final Fantasy VII The First Soldier, développé par A-Team. Oui, en gros, vraiment, la justice japonaise a attrapé Yuji Naka et lui a dit non Yuji, tu rends l'argent. Par le callback. Tu te calmes. Ça suffit. Vous vous calmez, monsieur Naka. Mais en fait, elle ils sont en train de me tutoyé. dire. Ah, d'accord. Mais tout ça à cause d'investissement. Oui, alors c'est des investissements, mais le délit d'initié, le problème c'est pas qu'il est investi, le problème c'est qu'il est investi en se basant sur des comment on pourrait dire ça, sur des informations confidentielles qui sont c'est ça, sur des informations confidentielles. C'est le type d'informations que possèdent par exemple les développeurs du jeu, qui sont grosso modo privés, ou des informations qui sont possédées par tous ceux qui sont à l'intérieur de la société et qui ne sont pas censés être utilisés à des fins commerciales privées. Ah, d'accord. Donc tu n'es pas censé de profiter de tes connaissances de la production interne de ta société pour essayer de jouer en bourse. Par exemple, avec les actions de ta propre société, t'as pas le droit. D'accord. Voilà, parce que ça s'appelle c'est comment on peut du délit d'initié, en fait. C'est comme ça que ça s'appelle, mais ouais, c'est du mensonge. Du coup, en fait, moi, je m'attendais plus à, parce qu'en fait, de la façon dont j'avais lu l'article, j'avais pas du tout compris ça. Moi, je pensais que justement, il avait fait des investissements et que du coup, il avait dûu voir des vidéos YouTube en mode, est-ce que tu veux gagner de l'argent? Ah oui, non. Mais t'imagines qu'il a une vie de fou, Yuji Naka. C'est justement. Dans ma tête, c'est vraiment Yuji Naka, tu vois, qui débarque sur YouTube, il dit, veux-tu gagner autant d'argent que moi? Je suis le créateur de Sonic. Regarde tout ce que j'ai maintenant. Mais globalement, ce qui s'est passé, c'est que oui, il a eu des informations confidentielles, tu vois, grosso modo, il s'est dit, bon, si j'étais pas la personne que je suis, j'aurais investi dans ce jeu, tu vois. Sauf qu'il l'a fait vraiment. Mais sauf que c'est pas légal. Tout comme c'est pas légal de nous avoir refourgué Balan Wonderworld, mais ça c'est une autre histoire. Oh là là. Oh la haine du mec. Mais voilà, donc si tu nous affirmes et confirmes étagère que c'était sa dernière possibilité d'échapper. Visiblement, ses avocats et son équipe légale vont tenter de négocier un allègement de la peine et je suppose un allègement de l'amende aussi. Ouais, mais enfin bon, c'est fini quoi. Quand même, les 170 millions, faut les sortir. Hein. Oui, disons je pense qu'il va devoir raquer une belle partie quand même. Bon écoutez, ce qui finit bien, mal, voilà. Ça se finit, c'est déjà ça. Exactement. Voilà. Est-ce que vous avez autre chose à dire là-dessus? Oh non, moi j'attends de voir comment ça va se passer. Mais j'attends toujours une boule de fumée ninja, tu sais. Tant pis, Yuji, tu as essayé de prendre une part trop grosse. Tu as été trop gourmand, monsieur Naka. Exact. Bon, on passe à la suite. Oh loulou.
La suite donc s'appelle La suite, c'est Kojima. encore moins. Oui. C'est ça, la suite s'appelle Kojima et plus spécifiquement, la suite a trait à quelque chose qui a été annoncé il y a pas si longtemps, le remake de MGS3. Exactement, MGS3 Delta. C'est lui qui était annoncé sur Sony PlayStation Showcase. Tout à fait. Et c'est un remake. Alors, ça va de soi, effectivement, mais ça a quand même été... Kojima s'est quand même exprimé là-dessus. Ni Kojima Productions ne seront à la supervision du projet de Metal Gear Solid Delta Snake Eater. On pourrait se dire que c'est pas un problème, que ça arrive souvent, et c'est le cas, sauf que là, on parle de Konami et c'est un problème. Vous voyez, là, je suis en train d'écrire, j'ai terminé d'écrire une vidéo sur des remasters pas top. Ce qui permettait à Kojima Productions, c'était un petit peu le bras armé de Kojima vis-à-vis de Konami, et c'était un petit peu ce qui servait de garde-fou dans la production de tous les produits estampillés Metal Gear. On sait ce qui s'est passé entre Kojima et Konami, et qui a abouti à des jeux Metal Gear qui ne sont pas supervisés par Kojima, qui sont très différents, qui sont peut-être un petit peu moins importants à l'échelle de l'histoire de la saga et même à l'échelle de l'histoire du jeu vidéo. Le seul problème, c'est que là, c'est vraiment, selon moi, et c'est pour ça que j'en parle, un moment clé de l'histoire de Konami. Ils essayent de revitaliser des licences qui sont Metal Gear et qui sont aussi Silent Hill. La légende à propos de la Silent Hill HD Collection qui était vraiment pas finie et qui est sortie comme ça, mise à côté de la collection des Metal Gear HD qui étaient eux-mêmes sortis sur PS3 à l'époque et qui avaient été portés par Bluepoint, donc très très bien. Elle commence à faire écho. C'est-à-dire que ce Metal Gear Solid Delta, moi, il me fait un petit peu peur. Dans la mesure où la Konami agit sans garde-fou, ils nous promettent monts et merveilles, sauf qu'il faut se méfier. Et j'ai l'impression de me répéter à chaque fois j'insiste pour dire non mais Kojima c'est qu'un nom propre machin. Oui, sauf que la relation qu'il avait et qui l'unissait à Konami via Kojima Productions, elle avait quand même une petite fonction, elle permettait d'éviter des dérives. Là, écoutez, d'autant plus que c'est pas le premier remake ou premier portage de Metal Gear Solid 3. Il y en avait un sur 3DS, je crois. Les meilleurs se souviendront de la version 3DS. Bref, c'est pas une histoire sur laquelle il y a beaucoup de choses à dire. Je sais pas si ça vous inspire quelque chose, mais je souhaitais quand même en parler. Moi, tout ce que ça m'inspire, c'est que moi j'ai envie de dire ok, très bien, mais aussi d'un autre côté, Konami a mis peut-être dans un souci de quand même, comme ça les joueurs seront contents. Ils ont fait aussi si je dis pas de bêtises, un Metal Gear Solid Master Collection. Volume 1, où il y aura justement Metal Gear Solid 1, 2, 3, et ensuite, j'imagine ensuite que pour volume 2, ça sera le reste des jeux. Peut-être histoire de dire, après, si Metal Gear Delta vous plaît pas, vous inquiétez pas, il y a les autres, hein. Vous avez accès aux autres Metal Gear, comme à l'époque, c'est-à-dire avec les graphismes de la PS1, PS2 et PS3. Il était sorti sur PS3, Metal Gear 3? Oui, non, pas le 3. Le 3, c'est un jeu PS2, mais le 4 est un jeu PS3. Ah, d'accord. Du coup, avec les graphismes PS1, PS2, donc finalement, tout le monde y trouvera un petit peu son compte, j'imagine. Oui, disons que l'idée de faire un remake de MGS3, c'est pas pris au hasard. C'est le point d'origine de la saga. D'accord. Tout simplement. Il y a MGS3, après t'as Portable Ops, Peace Walker, bref. C'est normal de commencer par là. Mais, malgré tout, vous savez, moi je suis pas prêt à refaire confiance à Konami. Notre rupture n'a été que très douloureuse et notre relation n'a été que trop toxique. Parce que moi, tout ce que j'attends de Konami, très personnellement, c'est les Silent Hill. Alors, Silent Hill, sur lesquels j'ai jamais pu... Au risque de me répéter, notre rupture avec Konami n'a été que trop douloureuse. Et notre relation avec Konami n'a été que trop toxique. Eh oui. J'ai compris. Non, mais j'ai compris. Mais pour Silent Hill, c'est encore plus terrifiant parce que la team Silent, elle a été dissoute, je crois, après Silent Hill 4. On a vu des Et que dire de Pity ? Pity, c'est l'aboutissement, c'est la cerise sur le gâteau. On a vu des années et des années de projets pas top avec pour nom Silent Hill. Je repense encore à ce très étrange dungeon crawler Silent Hill sur PS Vita. Carrément. Effectivement, ça me semble très étrange parce que
Silent Hill et Dungeon Crawler, c'est pas des mots qui matchent. Ouais, non, mais c'était un petit peu chelou. Pareil, j'ai rien contre Downpour, mais c'est pas un jeu qui est aussi marquant qu'un Silent Hill 2 ou qu'un Silent Hill 3. Les projets sont très prometteurs, mais on verra, hein, on verra, hein, Konami. Oui, je te fais un sourire, mais je me méfie quand même. Bon, écoutez... Le couteau derrière le dos, comme Snake. Ils essaient de recycler les jeux de Kojima, font ce qu'ils peuvent, hein. Oui, bah oui. On verra mais bien à ce mon que ça va avis, donner. Mais à mon avis, cette histoire de Hideo Kojima n'est pas impliquée dans le remake de Metal... À mon avis, ça c'est pas fini. À mon avis, il va sûrement y avoir un retournement de situation vis-à-vis de ça. Je pense. Oh bah, c'est surtout pour se dédouaner. C'est surtout pour se dédouaner. Comme ça, s'il y a un problème avec ce Metal Gear Solid, il dira, bah non, moi j'ai déjà dit, j'étais pas là. Mais quand même. Je crois qu'on peut passer à la suite. Passons à la suite. Passons à la suite. Alors, la suite concerne Nintendo et ça concerne notamment la fermeture de eShop Nintendo en Russie. Des conséquences, je suppose, de la guerre en Ukraine. Bien sûr. Et des sanctions qu'on attribue, qu'on attribue à la Russie. Alors. Mais qui impactent les joueurs, malheureusement, quoi. Oui, j'imagine. Oui. C'est l'objectif, en fait. Ça... Ouais, c'est ça, ouais, mais enfin, non, mais bien sûr, mais ça rend un peu triste pour les joueurs russes qui, eux, veulent juste jouer, quoi. Je trouve, le plus important dans cette histoire-là, c'est que la vente physique a déjà été arrêtée. Et là, ils ferment les shops. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus aucune voie légale pour acheter des productions Switch en Russie. Des productions Twitch? Non, Switch. Ah, j'ai compris. Non, mais les productions Switch. J'ai entendu Twitch aussi. Non, mais parce que je sais pas, c'est surtout pour la Nintendo Switch, quoi. Voilà. Oui, c'est déprimant, très sincèrement. Oui. Après, c'est qu'ils pourront encore télécharger leurs jeux qu'ils avaient déjà achetés, mais c'est tout, quoi. Non, mais disons que le point important, c'est que déjà, Nintendo, il était jamais vraiment très installé en Russie. Et en fait, si je parle précisément des productions Switch, c'est que Nintendo a pu s'installer en Russie, surtout avec la Switch. Parce qu'il y a eu des Game Boy, il y a eu des 3DS, mais ça n'a jamais été mis en avant. On voyait surtout dans les magasins les jeux Sony et les jeux Xbox. Donc les jeux PC surtout, parce que la Russie, c'est des joueurs PC en sa globalité. Mais la Switch a pu arriver, quand même, elle a réussi. Il y avait même des pubs Switch et des jeux Switch à la télé, et ça, c'est extraordinaire, parce que je crois que j'ai quasiment jamais vu de pub télé jeux vidéo. Donc il y a eu quand même un effort. Du coup, la médiatisation de la Switch, c'est vraiment quelque chose en Russie, quoi. Bah non, c'est vraiment, enfin, c'est quelque chose. Ça n'a rien à voir avec tous les autres pays, mais c'est juste, ils ont réussi à avoir une petite place, ils ont réussi à apporter la Switch en Russie. Donc il y a des gens qui étaient intéressés et qui achetaient. Donc c'est tout simplement ça, c'est très cool, on va dire. Là, maintenant qu'ils ont goûté aux productions Nintendo et qu'ils ne peuvent plus acheter des jeux Nintendo, pour moi, ça va ouvrir une nouvelle ère de piratage, tout simplement. Déjà que c'est de plus en plus difficile d'avoir tout le reste aussi. Là, c'est bon. Je crois que Internet va se faire inonder de hacks et de jeux piratés qui viennent de la Russie. Hein. Bon c'était déjà le cas. Je veux dire, ça fait un moment. Hein. Ils se sont un peu calmés avec l'amélioration de l'offre légale et justement l'accès plus facile à tout ça. Ils se sont un peu calmés, mais là c'est bon, ils vont recommencer, ils vont réouvrir les chakras, ça va être drôle, hein, je pense. Hein. Drôle. Après, on peut que les comprendre au final. Enfin bon, moi j'ai mis cette news parce que bon, ça me concerne un peu, et puis c'était intéressant quand même de voir que carrément là, tout le pays il est puni de Nintendo. Ça peut arriver, hein. Comme quoi. Oui, non mais il suffit de faire la guerre. Non, mais c'est vraiment une sanction qui a du sens, quoi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Non, mais les joueurs russes, ils y sont pour quelque chose. Ah non, mais c'est pas ça. Mais c'est surtout... Après, je me dis peut-être que Nintendo, c'était pas très compliqué de partir, parce que quand même, c'est peut-être pas la plus grosse part de marché pour eux non plus, la Russie. Donc ça va. J'imagine bien, oui. Écoute, doit y avoir quelque chose là-dessous. Peut-être des menaces éventuelles d'une pression financière, je ne sais pas exactement. Peut-être qu'ils étaient tout simplement pas si bien implantés que ça. Peut-être qu'il y a un rétro-pédalage, même si ça me paraîtrait peut-être un petit peu bizarre au vu de ce que tu me racontes, mais enfin bon. Je pense que partir n'était pas une décision difficile non plus, parce que n'empêche, ça coûte très cher pour les Russes
les consoles Switch et les jeux Switch. Ils étaient très très chers. Et donc déjà avec ici des fois en duo, c'est un peu cher. Là quand tu transfères quand tu convertis tout en roubles et que tu regardes comparativement à la valeur des salaires par exemple sur place, tu te dis ah mais non mais dépenser toute la moitié d'un salaire pour acheter un jeu vidéo, c'est quand même un peu chaud. Oui. Donc je pense que maintenant, surtout avec l'inflation qui est arrivée dans le pays, je pense que c'est pas compliqué à comprendre que les gens ils vont arrêter tout simplement d'acheter des jeux trop chers, tout simplement. Donc partir, c'était peut-être presque une solution, tu sais, en mode ah bah tant pis, tu vois. Je sais pas exactement, je vois pas où ils veulent en venir en faisant ça, mais en tout cas la seule chose que je peux vraiment déclarer en réponse, c'est soutien total aux joueurs russes. Je sais pas si on peut vraiment c'est compliqué. Compassion au moins. Oui. Je veux dire, les joueurs ils y peuvent vraiment rien. Enfin bon. On passe à la suite. On passe à la suite. La suite, en fait, là, on va parler de plein d'événements qui vont se passer cet été. C'est surtout le mois de juin qui va être rempli d'événements jeux vidéo. On aura du tout, on aura des conférences, on va avoir des je sais pas comment appeler ça, des diffusions. C'est ça, c'est des événements. Disons qu'on ne porte plus le nom de 2-3, mais moi j'ai très sincèrement en tête ce qu'on faisait en 2018, c'est-à-dire qu'on se réunissait chez Ico et Elena et on regardait les conférences à pas d'heure. C'est ça. Avec en direct sur Discord. Là, je vois que les gens ils commencent à appeler ça globalement Summer Game Fest, sauf que ça c'est juste une conférence. Mais il aura énormément des choses et il faudra bien suivre si ça vous intéresse, voir toutes les annonces pour les jeux qui vont débarquer dans un futur plus ou moins proche et puis d'avoir du nouveau gameplay, etc., etc. Dites-vous que ça commence. Ça a déjà commencé, hein. Le jour de la publication de ce podcast, ça a déjà commencé. Donc le 1er juin, on a eu un certain MetaQuest Showcase. Donc pourquoi pas. Ouais. Réalité virtuelle. Pourquoi pas. Mais l'essentiel va nous suivre en fait sur la semaine prochaine, donc à partir de 7 juin. Donc plein de trucs. On aura d'ailleurs beaucoup de conférences sur les indés, ce qui nous rappelle qu'il y a en fait beaucoup plus de jeux indés que ce que vous pourriez peut-être penser si vous ne jouez pas beaucoup ou si vous jouez surtout à des grosses productions. Mais le 7 juin, on a Guerilla Collective qui va parler des jeux indés. Ensuite, on enchaîne justement les quelques conférences qui sont regroupées dans le packaging Summer Game Fest. Voilà. Oui, écoute, moi tout ce que j'attends c'est de retrouver les World Premiere. Ouais, c'est ça. Rien que ça, j'avoue quand même. Ouais. Ce sera la période insupportable pour Rico parce que c'est son pote Jeff Keighley qui va présenter la conférence. Mais en tout cas, on va avoir droit aussi à Devolver le 9 juin. On va avoir une certaine conférence qui s'appelle Tribeca Games Spotlight, Future of Play. Je sais pas ce que c'est, mais il y a plein de trucs en fait. Ça va parler des jeux en D. C'est juste qu'il y a des conférences que j'ai pas vu passer avant, par exemple. Donc je sais pas la qualité en fait de ce qui sera promis, on verra bien. Voilà. Mais on aura le fameux Wholesome Direct aussi le 10 juin. Super. N'est-ce pas, Brandon? Ouais, super. C'est trop cool. Brandon, il a trop la violence. Écoutez-le parler. Moi, je veux jouer à Decarnation. Moi, je veux le anti-Wholesome Direct. Je veux être triste, mais je veux... Ah si, en vrai, oui. Un anti-Wholesome Direct, moi, je veux ça, moi. Un déprime direct, je veux. T'auras Xbox et Bethesda Showcase 2 jours plus tard, ok? Donc je pense que ça ira. Bon, après, je pense pas que Xbox soit vraiment non plus l'emblème des jeux déprimants, mais oui. Écoute, il aura du Starfield. C'est anti-wholesome, donc t'auras du Starfield. C'est bon. Forza Motorsport. Mais en tout cas, vite fait, pour revenir au Wholesome Direct, c'est que je crois que l'année dernière, lors des Wholesome Direct de 2022, on avait bien évidemment les fameux jeux Wholesome, mais il y avait un thème à peu près commun entre tous aussi. Je crois que c'était tous aussi des jeux où il y avait beaucoup de tracteurs, beaucoup de farmage. Ouais, voilà, beaucoup de Wholesome mais farm, ouais, voilà. Un petit peu dans la même veine que Harvest Moon, je crois.
Tous les ans, c'est un nouveau thème. Mais ouais, tous les ans, ils ont leur nouveau thème, quoi. C'est un nouveau Wilson. On verra bien c'est quoi le thème de cette année. Et d'ailleurs, vous pouvez nous le dire en commentaire. On peut essayer de deviner tous ensemble. Après, bon, oui, d'accord, je suis pas fan de Wilson Game, mais je pense pas être plus seul dans l'équipe à pas trop aimer ça, quoi. Ouais, moi j'aime bien, mais oui, disons que je vois où tu veux en venir. Je pense que c'est un commentaire qui sort pas de nulle part, effectivement. C'est un peu un saturage que j'ai en fait vis-à-vis. Ouais, mais je pense que c'est aussi parce que c'est une esthétique à laquelle. Quand tu me dis que t'es hyper fan de Decarnation, je me dis effectivement que t'es peut-être à l'inverse. Bah pas tellement, parce que tu prends par exemple dans un tout autre registre, un truc qui est wholesome, que moi je considère en tout cas comme wholesome. Enfin, pas tellement, mais prends ce que va présenter Devolver Digital. Alors, Devolver, c'est l'inverse de Wholesome. Oui. Ouais, mais regarde Plucky Square. Oui. C'est trop mignon, la DA, elle est super mignonne, tu vois, j'aime beaucoup, tu vois. Ok, d'accord, tu tapes des monstres, mais même les monstres, ils sont mignons. Moi, quand tu me dis Devolver, je veux dire, il a bon dos, Plucky Squire. C'est sympa. Il est très beau. Il a un charme. Mais Devolver, bon, il sera présenté entre Hotline Miami et, bah, enfin, espérons que... Miami et My Friend Pedro, donc bon. D'ailleurs, j'espère aussi qu'ils donneront des informations du coup Plucky Square. En tout cas, une date de sortie, ça serait bien. Oui, mais ça, tu vois, on a encore une semaine avant tout ça. Donc ça, en fait, là, on va surtout dire qu'il y a énormément d'événements qui sont prévus pour tous les mois et que à partir de la semaine prochaine, on commencera déjà à en parler dans les podcasts parce qu'il y aura des annonces, il y aura des choses à voir. Hein. On aura d'ailleurs notamment des informations sur les prochains Yakuza, hein, Like a Dragon. Genre le 16 juin, il y a une conférence du développeur directement. Oui, je crois. Le de Ryuga Gotoku Studio, effectivement. Alors, Yakuza Like a Dragon, c'était celui d'avant. Là, on devrait avoir l'épisode intermédiaire. Oui, voilà, donc on aura la suite et on aura même aussi des State of Play de Sony et les Limited Run Games d'ailleurs aussi au début du mois. Donc à partir de la semaine prochaine, on va pouvoir vous faire plein de petits récaps avec des nouvelles annonces et des nouveaux jeux qui vont probablement débarquer ou des jeux qu'on connaît déjà mais qui vont peut-être avoir des dates de sortie, ce genre de trucs. Donc ne ratez pas les prochains podcasts. Hein. Soyez à l'écoute. Exact. Il va y avoir 2 vagues d'événements. En gros, là, effectivement, on a le MetaQuest qui a tiré le coup d'envoi et on en a à peu près jusque mi-juin. Ça va être 2 semaines qui seront quand même relativement serrées en termes d'informations. Et le reste, que ce soit le THQ Nordic Showcase ou l'Opening Night Live de la Gamescom, qui sera très importante, hein. La Gamescom, événement majeur quand même, surtout au lendemain de la mort de l'E3. Bon, bah ça c'est fin août, donc ça va, vous aurez du temps pour respirer. Bah, idem pour le THQ, hein. On va avoir du temps. Oui, c'est ce que j'ai dit. Donc préparez-vous, ça va chauffer, hein. Le mois de juin va être chaud en termes d'actualité. Et de température aussi, mais ça c'est un autre sujet. On croise les doigts. Bah voilà, c'est déjà la fin de ce podcast. Merci beaucoup Brandon, merci beaucoup Quentin pour votre participation. Et ben merci à toi Elena. C'était un plaisir. Hein. Donc, comme à chaque fois. Merci beaucoup à vous tous aussi de nous avoir écoutés. Donc on va se dire à la semaine prochaine. Bisous tout doux, mais bisous tout doux toute la semaine. Exact. Bisous de Vienne. Voilà. Bisous de Vienne. Bisous de Vienne. Allez, ciao. Bisous. Salut.